Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme indiqué dans la vidéo de la semaine dernière, sera un point lecture dédié uniquement à mes lectures graphiques du mois de septembre. Je n'ai pas lu autant de romans que ce que j'aurais souhaité dans le courant du mois de septembre, mais pour le coup les graphiques j'en ai quand même lu pas mal. On va commencer par des lectures en tout cas sur lesquelles je ne vais pas m'étaler puisque j'ai lu tout ça durant le courant du mois de septembre. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup finalement. J'ai lu du tome 22 au tome 34 de One Piece de Eiichiro Oda. Donc avec Dorian, on continue notre route vers le tome 100. Donc on en est au tome 34. Pour ceux qui connaissent, on a lu donc la totalité d'Alabasta, Water 7, et puis, enfin ça c'est le début de Water 7, et puis le Davy Backfight. Je prends toujours beaucoup de plaisir à cette relecture, c'est une histoire que je connais, hein, puisque j'ai lu à peu près jusqu'à quel tome, je sais plus, 70, 80, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ça c'est de la relecture. En plus, toute la partie animée, je l'ai vue également, donc c'est une histoire que je connais plutôt bien. Quand bien même, avec cette relecture, je me rends compte qu'il y a souvent pas mal de petits détails voilà, qu'on oublie. On voit également quelques petits cailloux qui sont posés comme ça tout au long de l'histoire par l'auteur. Des événements qu'il annonce là et qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir. On a de plus en plus de combats. On voit également le dessin d'Oda, même s'il reste globalement le même. Hein, on voit aussi quand même beaucoup plus de détails apparaître. On a également, donc je disais, de plus en plus de combats. Des combats qui sont souvent assez dingues. Des fruits du démon qui sont également assez fun. Quelle imagination, que dire quelle imagination. Voilà, je m'amuse beaucoup. Je dirais rien de plus autour de ça parce que, comme je l'ai dit la dernière fois également, si vous avez lu One Piece, vous connaissez déjà très bien, je pense. Et si vous n'avez pas lu, il y a des chances que c'est une série qui ne vous intéresse pas du tout, puisque on arrive au tome 100 et je peux comprendre que 100 tomes d'un manga ou alors on approche pareil, je crois, de l'épisode 1000 en animé, ça peut faire un peu peur. On se dit, je ne vais pas me lancer dans une série comme ça. Mais sachez que c'est une série hyper addictive, hyper entraînante. La force, indépendamment de l'histoire, c'est également les personnages que Oda met en scène. En tout cas, moi, je prends toujours énormément de plaisir. La partie des V-Back Fight était extrêmement fun, extrêmement drôle. Je me suis beaucoup amusée. Et puis là, on arrive dans un arc que j'adore, hein, Water 7, l'arc des charpentiers. Avec Robin, on va découvrir son histoire dans les tomes qui suivent. C'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Voilà, tiens, hop, j'ai le Davy Backfight. Voilà le niveau de l'humour du Davy Backfight. Hein, si vous ne connaissez pas du tout, c'est complètement barré, complètement perché, mais c'était très fun à relire. Voilà. Je vais poursuivre et là je vais reprendre l'ordre logique que je fais toujours dans mes avis lecture, c'est-à-dire du titre qui m'a le moins convaincu à celui que j'ai le plus aimé. Et le titre qui m'a le moins convaincu ce mois-ci, ça a été un gros flop, mais un gros flop parce que j'en attendais énormément. Et que souvent, comme souvent malheureusement, quand on attend trop d'un titre, eh bien on est un petit peu déçu. Et c'est La Remplaçante, étonnamment, de Sophie Adriansen et Matou au dessin. C'est publié chez First Edition. Alors je dis étonnamment parce que c'est un titre qui aborde une thématique qui me touche particulièrement. Donc ici on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Marquetta. Elle est en couple avec un jeune homme au début de l'histoire et puis au bout de quelques temps elle va décider d'avoir un enfant et on va la suivre, donc pas forcément énormément tout au long de sa grossesse, mais en tout cas sur la partie après la grossesse. Et notamment avec ce fameux baby blues ou syndrome postpartum, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et donc ce titre aborde plus particulièrement l'après-naissance, donc le postpartum, et puis voilà, les choses qui peuvent suivre après, le postpartum. Donc le postpartum, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une dépression en fait due à la chute des hormones et qui met parfois certaines femmes en grande difficulté, en grande détresse psychologique. Voilà. À titre personnel, après ma première grossesse, après la naissance de mon premier enfant, j'ai eu un postpartum un petit peu compliqué, j'étais extrêmement déprimée et c'est vrai que je me rends compte avec le recul que je fais partie de ces femmes qui s'étaient mises énormément la pression, qui avaient aussi cette espèce d'injonction de la société, vous savez, à être une Wonder Woman, à être une femme parfaite, une maman parfaite,
une femme qui travaille parfaite. Et en fait, on se rend compte que non, que c'est pas possible et que les injonctions de la société, malheureusement, notamment vis-à-vis des femmes, sont extrêmement présentes, extrêmement puissantes et qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte. Et avec le recul, je me rends compte que ce sont ces injonctions en fait qui m'ont fait plonger dans cette espèce de dépression postpartum dont heureusement j'ai fini par sortir au bout de 2-3 mois, je pense. Parce que je me rappelle avoir lu un article, j'aurais bien aimé le garder, je regrette fortement de ne pas l'avoir gardé, un article qui avait dit voilà, que on avait le droit de ne pas être parfaite. Et juste cet article, je sais qu'il m'avait libéré un peu toutes ces injonctions. Bref, et donc ce titre, j'avais donc énormément d'attentes parce que j'avais envie de retrouver ce que j'avais vécu dans cette bande dessinée, ce qui n'a pas tout à fait été le cas. Donc comme je disais, ça a été une petite déception, un petit flop, parce que mes attentes étaient extrêmement élevées et que j'aurais aimé, je pense, y retrouver exactement ce que j'y avais vécu, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà, on y retrouve beaucoup de choses, beaucoup de thématiques que les femmes vivent. Donc on a on va voir l'histoire du couple de manière très rapide. On va voir du coup la décision d'avoir un enfant, la grossesse, et déjà au moment de la grossesse, on voit finalement la grossesse c'est pas toujours un long fleuve tranquille, parfois c'est même assez compliqué. Et assez vite, on va partir dans toute la partie de l'histoire après la grossesse, après la naissance de l'enfant, comment on le vit. Et donc il y a beaucoup de thématiques et beaucoup de choses qui sont évoquées dans cette bande dessinée, qui sont très bien évoquées, hein, je tiens à le dire. On a donc l'accouchement, on a l'allaitement, on a la dépression postpartum, le décalage entre ce qu'attend la société de nous et comment nous on le ressent. Et puis finalement l'amour maternel, on n'a pas tout l'amour maternel comme ça spontané. Être maman, c'est pas inné, c'est pas votre enfant naît et vous le savez tout de suite, non, c'est quelque chose, vous allez apprendre avec lui, grandir avec lui et apprendre à être une mère avec lui. Alors oui, il y a des femmes qui sont naturellement douées pour ça et puis d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Et je trouve que dans ce bande dessinée, c'est malgré tout bien fait et bien expliqué. On a également les injonctions de la société qui sont présentes. Beaucoup de choses qui sont évoquées de manière très juste, la modification du corps, la modification du couple. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette bande dessinée. Et elle n'a pas matché avec moi simplement parce que je pense que j'en attendais plus, j'en attendais beaucoup plus. Et voilà, et finalement moi je suis passée un petit peu à côté parce que tout ce qu'elle évoque finalement dans la majorité des cas, je l'ai vécu, j'ai réussi à grandir et à faire de ces difficultés des forces. Et voilà, et c'est pour ça que pour moi, cette bande dessinée, elle a été juste un petit peu en dessous de ce que j'attendais, mais c'est clairement dû à mes attentes à moi et à mon histoire personnelle. Je pense que si cette bande dessinée, je l'avais lue avant mes grossesses, elle aurait eu un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Donc je la recommande vraiment beaucoup aux futures mamans, aux jeunes femmes, et à toutes ces femmes qui envisagent d'avoir un enfant et qui se posent peut-être des questions. Là, pour le coup, vous aurez en grande partie la vraie vie, hein, les vraies réponses et les choses que parfois les femmes n'osent pas dire parce que la société considère qu'être maman, c'est inné, c'est naturel. Ça ne l'est pas. Et je trouve que cette bande dessinée, malgré tout, aborde ce sujet de très belle manière. Et voilà, je ne peux que vous le recommander, bien évidemment. Voilà, même si moi, ça n'a pas fait avec moi, j'ai conscience que c'est bien davantage dû à mon histoire perso qu'à la bande dessinée qui reste de belle qualité malgré tout. Un autre titre que j'ai trouvé très sympathique, très mignon, c'est Globule, une vie de lapin. C'est le premier tome de Mame Moyashi. C'est publié chez Soleil. Alors ici, je ne vais pas m'étaler énormément sur ce titre. Ici, on va tout simplement suivre une petite lapine qui s'appelle Globule avec son maître dans leur vie quotidienne. On est sur un Kodomo. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a une petite histoire, une petite anecdote sur 4 cases comme ça. Hop, voilà, donc là sur cette page-là, vous avez 4 anecdotes. Et puis parfois, vous avez des petites choses comme ça, voilà, qui sont également une espèce de petite anecdote, un joli petit dessin et une petite anecdote. Voilà, donc là, on est sur un format manga un peu plus enfantin, le Kodomo. C'est pas forcément, je conseille pas de lire ce genre de titre à l'affilée parce que c'est assez redondant et ça peut être ennuyeux. Moi, je l'ai lu par petits bouts. De temps en temps, j'ai dû le lire sur 2 semaines, je crois.
Donc ça a été un titre très sympa. C'est évident que si vous avez un lapin, vous allez clairement reconnaître le vôtre à travers toutes les petites anecdotes qui sont évoquées ici. Il y a plein de choses dans lesquelles j'ai retrouvé le lapin que nous avons à la maison. Il y a quelques petits détails pour lesquels notre lapin ne fait pas ou ne se comporte pas forcément de la même manière, mais c'est tout à fait normal. Donc je le conseille plutôt aux amateurs de lapins, aux gens qui ont déjà des lapins. C'est clairement tout public, c'est mignon, c'est drôle. On a appris quelques petites choses qu'on ne savait pas concernant les lapins, mais bon, globalement, on n'a pas eu énormément de surprises. Hein, voilà. C'est très mignon, la petite globule, elle est très attachante, le personnage principal, il est aussi assez amusant, et puis on voit eh bien, comment toutes ces petites bêtes s'insèrent et se mettent à avoir beaucoup d'importance dans notre vie quotidienne. Voilà, c'était très mignon. Je dirais rien d'autre que ça, puisque clairement, c'est principalement voilà, pour les amateurs de lapins. Au niveau du dessin, pareil, il n'y a rien d'incroyable. Pas de décor de fou et tout ça. Ça reste, comme je disais, du petit Kodomo. C'est sûr que si on aime les lapins, c'est un titre parfait. Voilà. Une petite lecture fort sympathique, un petit peu chou qui allait très bien. Titre suivant, j'ai lu une adaptation de Sherlock, le banquier aveugle. C'est de Steven Moffat, Mark Gatiss au scénario. Mark Gatiss, c'est celui qui joue le frère de Sherlock dans la série télé. Et au manga, au dessin, on a Jay. Donc ici, on est sur une adaptation, pas forcément du texte initial de Conan Doyle, mais de la série télé, donc de l'épisode qui s'intitule Le banquier aveugle. Alors déjà, j'aime beaucoup les couvertures, voilà, qui sont tout à fait fidèles, enfin, au niveau du dessin, tout à fait fidèles à la série télé. Voilà, on reconnaît tout à fait Benedict Cumberbatch et puis Watson. C'est le cas également hein, d'autres personnages à l'intérieur. Voilà, voilà, le dessin de Jay, il est vraiment extrêmement clair et il représente extrêmement bien les différents personnages. Si vous suivez la série télé ou si vous avez suivi la série télé, vous ne pouvez que les reconnaître. Donc ça a été très sympa, c'est une adaptation très fidèle. Donc comme je le disais, les dessins sont extrêmement ressemblants à la série télé. Ici, on va donc avoir de l'action, de la réflexion. On retrouve malgré tout hein, quand même l'histoire initiale de Conan Doyle. On retrouve également l'humour. Au niveau du dessin, on est sur des choses assez claires, on a assez peu de fond, voilà. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, je suis pas certaine de me rappeler de cette histoire d'ici quelques années, je pense que je vais, de manière assez dommage, l'oublier, elle n'est pas forcément extrêmement impactante, en tout cas j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez Sherlock, si vous aimez la série télé, c'est un titre pour vous. Après, c'est pas forcément un titre extrêmement indispensable, mais moi je le lis plus pour le côté doudou et voilà, de retrouver les personnages de la série télé. C'était très cool, voilà, très sympa. On n'a pas de page couleur, mais voilà, hop, voilà. Les dessins sont malgré tout très chouettes, vraiment très chouettes. Je crois que je dois avoir le 3e tome dans ma palle, donc voilà, je continuerai tranquillement à le découvrir, sachant que normalement, pour la suite, nous allons donc rencontrer Moriarty dans les prochains, je crois. Voilà, petite lecture très sympathique. Ensuite, on va passer dans toute autre chose, un titre que j'ai à nouveau complètement adoré. C'est Celui qui hantait les ténèbres de textes de Lovecraft et illustrations de Gu Tanabe, publié chez Kiwun. C'est publié dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Collection dont je vous voyais très régulièrement sur ma chaîne. Alors là, au niveau la couleur ne rend pas honneur, c'est un vert, plutôt un vert bouteille. Là, sur l'écran, je vois que c'est plutôt bleu, mais non, c'est bien vert. Hein. C'est simplement l'image qui est un peu déformée, on va dire. Dans ce texte de Lovecraft, alors comme de bien entendu, j'ai beaucoup aimé ce texte-ci. Et dans ce texte, dans ce volume, pardon, on retrouve 2 titres, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Donc on retrouve Dagon et on retrouve Celui qui hantait les ténèbres. Alors Dagon est un texte assez court, assez onirique et introspectif. Donc on a encore une fois des illustrations de Tanabe qui sont absolument sublimes. J'avoue que j'ai préféré. Alors Dagon, j'avais lu le texte d'origine par contre. Je l'ai lu il y a quelques temps. Hop, je l'ai là d'ailleurs. Je l'ai dans cette version-ci. Voilà. Que j'avais eu offert à l'achat de
de Brajlon, on avait celui-ci d'offert, donc je l'avais eu comme ça, donc je l'ai déjà lu, Dagon, c'est un texte sympathique, enfin sympathique, hein, c'est oppressant, angoissant du Lovecraft extrêmement classique. Et puis il y a donc ici Celui qui hantait les ténèbres. Celui qui hantait les ténèbres, je n'avais pas lu la nouvelle d'origine, par contre j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, donc dans ce recueil, c'est vraiment Celui qui hantait les ténèbres que j'ai préféré. Dagon, j'ai passé un moment sympathique, mais rien d'incroyable en fait. Ma préférence, elle a clairement été à Celui qui hantait les ténèbres. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, sachant qu'on démarre à nouveau quasiment par la fin. C'est un processus que j'aime beaucoup, moi. On vous donne d'abord ce qui s'est passé et on va remonter dans le temps pour comprendre comment on est arrivé à ce moment-là. C'est une ambiance historique qui va crescendo. Voilà, on va tomber tout doucement dans l'horreur, dans le glauque, dans l'angoissant, dans l'oppressant. C'est toujours très réussi. Les dessins de Watanabe, comme d'habitude, hein, portent le texte à merveille. Voilà, moi j'ai adoré. Je connais pas la nouvelle, c'est vrai, mais je pense que tôt ou tard, hein, je lirai tous ces textes de Lovecraft. Hein. Je ne veux pas aller trop loin, parce que c'est dommage de vous montrer trop loin. Tac, je vais m'arrêter à ça. Voilà, mais voilà, Celui qui hantait les ténèbres était une excellente nouvelle, encore une fois, un volume, un petit recueil, voilà, que je ne peux que vous recommander. Vous savez que c'est une collection que j'aime beaucoup, et voilà, et je ne peux que vous conseiller de découvrir l'ensemble des textes. Celui-ci est vraiment, à nouveau, très cool. Vraiment, je passais un très bon moment avec celui-ci. Et donc j'ai gardé ma meilleure lecture graphique du mois pour la fin, et c'est une découverte d'un auteur, j'ai adoré. Dr Inugami de Suehiro Maruo, c'est publié au Lézard Noir. C'est le premier roman, j'allais dire, c'est le premier manga de l'auteur que je lis, et ça ne sera pas le dernier parce que j'ai juste adoré. Donc ici, on va suivre 6 histoires différentes qui vont mettre en scène donc, le fameux docteur Inugami. Hein. C'est un homme qui a des pouvoirs surnaturels et qui va intervenir pour différentes raisons dans les vengeances. Comment vous raconter cette histoire? On va reprendre ici la légende des Inugami. Les Inugami, c'est une légende en fait qui nous permet en faisant quelque chose d'assez atroce, hein, je ne vais pas vous dire quoi, d'obtenir vengeance de quelque chose pour lequel on estime avoir été lésé ou blessé. Et donc dans l'histoire, Suehiro Maruo réécrit un petit peu cette histoire en imaginant que celui qui va venir vous venger, c'est donc le docteur Inugami. J'ai adoré. Alors c'est vrai que déjà les histoires de vengeance, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, il réutilise un petit peu cette légende des Inugami. J'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé les différentes histoires qui nous sont proposées. À chaque fois, on a une histoire de base qui va mettre malgré tout en évidence la bassesse et l'horreur humaine à chaque fois. Alors j'essaie de trouver des planches. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc on a tout au début quelques pages comme ça avec des touches de rouge. Et puis voilà, après c'est intégralement du noir et blanc. Voilà. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de planches parce qu'il y a quand même beaucoup de planches qui sont assez crades, hein, on va le dire clairement. C'est à réserver, je crois, voilà, c'est à réserver à un public averti, donc plutôt un public adulte. Puisqu'on a beaucoup de scènes assez horribles, assez dures. Rappelons quand même que Suehiro Maruo étant des maîtres de l'Eroguro, c'est un genre qu'il affectionne particulièrement, que j'aime également beaucoup. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce titre. Donc on a un mélange d'horrifique, de glauque, avec parfois des petites touches érotiques associées. Donc voilà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est un genre particulier que moi j'adore. Donc quelques scènes un petit peu gore. Donc je disais 6 histoires différentes qui vont mettre en lumière la bassesse humaine, principalement, et donc le docteur Inugami va venir venger ou rétablir parfois la justice sur certaines histoires, enfin la justice, l'équilibre peut-être plutôt que la justice, hein, sur certaines choses. J'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale qui est parfois assez sale, assez crade. J'ai beaucoup aimé la majorité des histoires, j'ai passé un excellent moment. Voilà, si vous aimez les Roguro, si vous aimez les titres un peu creepy, un petit peu horrifiques à nouveau, hein, puisqu'on est voilà, sur un espèce de fantôme qui va venir rétablir l'équilibre. Voilà, forcément, on n'est pas sur des choses très
très forcément très gentil. On a quelques histoires également qui sont liées les unes avec les autres. J'essaie de vous montrer une autre planche. Mais entre le pas spoil, le pas sexuel et puis celle-là, voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Un style assez particulier, mais moi j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai l'année? Ouais, ça date de 1994, donc c'est pas, enfin, c'est pas très ancien. Si, ça commence à dater un petit peu quand même. On n'est pas sur du 60-70 comme on peut l'être avec Kazuo Umezu par exemple. Voilà, moi je vous recommande vraiment ce titre si vous aimez ce genre de titre un petit peu particulier malgré tout. Mais moi j'ai passé un excellent moment, je ne peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de lecture et de titres. Et voilà, et je lirai d'autres titres. J'ai Vampire et j'ai Tomino la Maudite dans ma palle. Donc je compte les lire. Alors peut-être pas prochainement, je ne vais pas m'engager, mais en tout cas, tôt ou tard, ils seront également lus puisque cette première découverte de l'auteur a été pour moi excellente. Et voilà, le point lecture de mes lectures graphiques de septembre est maintenant terminé. Je suis ravie parce que je n'ai pas été très très longue, ça me convient tout à fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, si vous avez quel est votre avis par rapport à ces titres, hein, qu'ils soient similaires ou bien ou différents. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram si vous voulez avoir des avis, lecture un petit peu plus détaillés puisque j'essaie de faire des chroniques écrites, même si globalement ça reprend ce que je dis là un petit peu plus détaillé. Également, je mets au fur et à mesure de mes lectures en story tout ce que je lis, voilà, tout simplement, tous les challenges auxquels je veux participer. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!